Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous présenter cette émission intitulée Science et civilisation, Ilm wa Hadara. La science suppose toujours un horizon de civilisation et la civilisation se comprend par le développement des sciences. Aujourd'hui, je vais incarner cette science par notre invité, Monsieur Rachid Benhida. Bienvenue dans cette émission. Merci. Monsieur Rachid Benhida, vous êtes directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique en France. Vous êtes très engagé à l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, ici à Ben Guerir, où nous faisons cette émission. Vous êtes membre de l'Académie nationale de pharmacie. C'est là que nous nous sommes rencontrés et retrouvés. Nous avons été nommés la même année dans cette institution française en 2016. Et je crois que vous êtes très engagé dans le domaine de la chimie. Moi, c'est l'éthique médicale. Mais nous nous sommes retrouvés dans cette belle académie. Et dans le domaine de la chimie, j'aimerais que vous retraciez pour les téléspectatrices, pour les téléspectateurs, votre itinéraire académique, votre parcours, en quelques mots. Merci beaucoup, Monsieur Belmahlouf. Effectivement, on s'est rencontrés à l'Académie de pharmacie, mais comme vous le savez, je représente la partie chimie de la section 1 de la faculté de pharmacie, enfin de l'Académie de pharmacie. Moi, je suis tombé très petit dans la chimie parce que j'étais passionné par la chimie, pour la simple raison, c'est que j'adorais faire des expériences et des manipulations. Et donc, pour aller plus loin, donc j'ai fait d'abord mes études à l'université de Rabat, où j'ai appris les fondamentaux de la chimie. Oui. Comme vous le savez, la chimie est une science centrale parce qu'elle interagit énormément avec la physique, avec la biologie, on en reviendra après. Oui. Et les domaines sont tellement énormes à la faculté de pharmacie, enfin à l'académie de pharmacie. On est sur le volet médicaments, bien évidemment, mais sur l'éthique aussi de manière générale parce que, comme vous le savez, on traite des problématiques très importantes sociétales. Vous êtes engagé dans des thérapeutiques, dans tout ce qui est médicaments innovants. Je crois que sur les cancers et les mélanomes en particulier, vous avez mené des recherches qui sont très remarquées et qui donnent beaucoup d'espoir aux patients. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, juste pour finir mon parcours très rapidement, puis je reviendrai à vos recherches. Aux recherches. Donc, je suis parti après pour faire J'étais très intéressé par les écoles d'ingénieurs. Donc, je suis allé à l'Institut des sciences de la matière et des rayonnements parce que j'étais très attiré par la lumière aussi. Mais la lumière comme photocatalyseur des réactions chimiques, les transformations. La chimie, par définition, c'est que des transformations. Oui. Et après, je suis allé à l'Institut de chimie du CNRS à Gif-sur-Yvette, donc dans la région parisienne, Université Paris 11 Orsay, où j'ai fait des travaux sur les réactions radicalaires, le rôle de la lumière dans la catalyse des réactions. Et puis après plusieurs post-doctorats en Europe, un petit peu des voyages aux États-Unis, je suis revenu bien évidemment en 1994 en tant que chargé de recherche au CNRS, à l'Institut de chimie à Gif, et j'ai travaillé longtemps là-dessus, et je suis parti en 2002 à Nice, où j'ai créé ma propre équipe là-bas, et j'ai co-dirigé l'Institut de chimie pendant 2 quadrines. Vous êtes toujours à Nice, vous faites le va-et-vient entre Nice et cette université qui nous accueille aujourd'hui, l'Université Polytechnique de Ben Guerir, et précisément dans ce va-et-vient, maintenant que vous êtes installé dans votre domaine, votre recherche que vous avez maintenant bien installé en France. Je crois que vous avez ici un laboratoire qui interagit avec celui de Nice. Tout à fait.
Effectivement, en fait, pour avancer ces recherches, je dis que la chimie, c'est quand même une science centrale parce que tout dépend après des applications qu'on a envie de lui donner. À l'Académie de pharmacie et les recherches que je développe à Nice, c'est beaucoup plus orienté santé, sciences médicales, C'est ça. donc sciences de la vie. Oui. Et ici, à l'UM6P, c'est un autre volet sur la chimie fine, donc de la chimie qui est beaucoup plus appliquée aux problématiques et à l'intérêt aussi de l'OCP, bien On évidemment. revient aux matériaux. Exactement, à base des phosphates. Donc, on est en train de développer des technologies du futur. Donc, on se positionne sur le développement de l'université et bien évidemment en connexion avec les problématiques industrielles. Oui. Et donc, oui, je vous en prie. Et précisément, alors, vous voyez, vous avez parlé beaucoup de la matière et de la lumière comme une de vos premières formations, puis de la santé et des sciences du vivant. Vous revenez aux matériaux. En fait, dans le domaine scientifique, on n'arrête pas de faire des croisements et de faire des allers-retours. Vous avez mentionné l'OCP. Il est vrai que cette université, Mohamed VI Polytechnique, est une université qui est portée complètement par cet office chérifien des phosphates et l'enjeu du phosphate. Et voilà, l'enjeu du phosphate est très très important pour toutes les innovations chimiques qui rencontrent donc directement vos recherches. Exactement. C'est vraiment un laboratoire, l'OCP et l'université, c'est vraiment un laboratoire magnifique parce que on explore énormément de choses et ce qui est très important, c'est qu'on essaie de faire le lien entre une recherche très fondamentale qui va se faire à l'université et aussi une recherche beaucoup plus appliquée, donc avec un TRL qui est beaucoup plus haut. TRL, c'est-à-dire c'est le niveau de maturation de la technologie. Ah, très bien. Voilà. Donc, quand on est dans la conception du matériau, par exemple, on est à un TRL très, très bas, 1, 2, c'est l'échelle laboratoire. Oui. Mais quand on arrive à l'échelle industrielle, commercialisation, on est très haut vers le 8-9. On peut faire le parallèle avec la médecine. On fait d'abord les essais techniques niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à arriver à la commercialisation d'un produit. De la technologie. Voilà, la maturation de la technique. Il faut dire que la science est toujours un immense processus qu'on ne peut pas penser et réduire uniquement à son résultat. Et là, vous racontez précisément le cheminement. Oui. Voilà, donc en fait, l'objectif, c'est de créer ces ponts-là, une recherche très appliquée, une recherche fondamentale. Donc, c'est pour mettre en place les technologies de demain, donc toutes les transformations qu'on peut mettre en place au niveau de l'OCP et au niveau de l'université. Donc, rien que pour notre département à nous de chimie ici, il est sur 3 sites, sur l'université Mohamed VI Polytechnique, sur El Jorf, donc sur le site industriel, mais aussi à Asfi. Et donc, il y a un bouillonnement entre les ingénieurs qui sont plutôt sur l'opérationnel, mais aussi des ingénieurs de recherche, et les professeurs. Donc l'objectif aussi, c'est d'attirer les meilleurs ici à l'université, et comme vous le savez, c'est une université qui a aussi une vocation internationale africaine. On reviendra certainement. On reviendra. Un second volet, permettez-moi de faire quelques pas avec vous. Un second volet de vos recherches est d'articuler art et science. Et en articulant art et sciences, a priori, on pense que ça ne marche pas ensemble. Al-fan min jiha wa al-ilm min jiha ukhra. Mais Bachelard disait que art et sciences étaient des contraires bienfaits parce que les méthodes ne sont pas les mêmes, mais qu'en réalité, l'art implique des composants qui peuvent être travaillés scientifiquement. Bonjour, Madame Nadia Hidadi. Nous sommes très heureux d'être accueillis par vous devant ces magnifiques tapis. Vous vous occupez de tout un volet économique et social dont on va parler dans un instant. Mais avant cela, nous reprenons notre conversation scientifique. Monsieur Rachid Benhida, j'étais en train de vous dire que art et sciences, la connexion est parfois imprévisible, inattendue en tous les cas, mais vous avez engagé des travaux scientifiques sur la possibilité de les connecter. الفن من جهة والعلم من جهة أخرى يمكن لنا
أن يكون لهم تناسب ونسبة وعلاقة Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que, par définition, la science est un art et l'art nourrit la science. Oui. Donc, et l'exemple aujourd'hui du tapis marocain, c'est vraiment un exemple concret. Et ça, c'est une initiative qui est nationale. Et le président de l'OCP, M. Tarab, il tient beaucoup aussi parce qu'il est aussi à l'origine de cette action, de ce projet. Alors, c'est quoi l'histoire de ce projet-là? C'est qu'on se rend compte actuellement qu'il y a très peu, en fait, tout ce qui se faisait avant, dans le travail du tapis traditionnel, avec des colorants naturels. Exactement, il se perd beaucoup, il s'est beaucoup perdu. La transmission fait défaut. Exactement. Donc avant, nos grands-mères, si vous vous rappelez, oui. Elles faisaient le tapis avec des colorants, par exemple, naturels, que ce soit du végétal ou du minéral. Et donc nous, on s'est intéressé à ça pour essayer de faire revivre, revisiter cet artisanat et surtout le faire évoluer vers quelque chose qu'on peut appeler de l'art. Très bien. Donc c'est l'évolution de l'artisanat vers là. Et donc c'est là où on introduit la notion de science. Oui. Voilà. Donc le tapis par définition, c'est deux choses, c'est la laine oui. et le colorant. Et généralement, c'est deux choses qui vont pas ensemble. C'est comme l'eau et l'huile. Ah oui, ça se mélange pas. Ça se mélange pas. C'est très rare. Oui. Il y a quelques colorants qui se collent et qui adhèrent exactement à la laine, mais plusieurs n'adhèrent pas. Oui. Et donc, généralement, ce que utilisaient les femmes avant, c'est ce qu'on appelait chba. Oui, donc, c'est le sulfate d'aluminium, c'est pierre d'Alain, pour essayer de mordre le colorant sur la laine. Sur la laine. Donc, voilà. Donc, c'est tout un aspect artistique, chimique, qui intervient dans ce processus-là. Donc notre objectif actuellement, c'est d'essayer de maîtriser tous ces aspects-là. Donc je pense que Madame Haïdadi va parler de la suite. Et ces deux tapis-là, ils sont faits maison ici. Donc on a fait la coloration sur place. On a fait le tissage avec des femmes. Donc, alors je crois que vous avez une ferme expérimentale. Exactement, exactement. Et ça, c'est une très bonne remarque parce que l'objectif à la fin, c'est d'essayer d'utiliser ces végétaux-là, comme le henna, donc l'aîné, la garance, le curcuma. Le curcuma, bien évidemment. Il y a le qshor de rumman. Il y a plusieurs colorants naturels qu'on va essayer de planter ici dans la ferme expérimentale de l'UM6P. Et extraire les composants, colorer la laine, d'accord, et faire évoluer tout ça avec des composantes totalement nouvelles qui viendront du phosphate. Donc vous voyez, la boucle, elle est fermée. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer. On passe de l'à peu près artisanal à une méthode beaucoup plus de composition, décomposition, qui est où on reconnaît les éléments scientifiques. Exactement. Alors précisément, Madame Haïdadi, le volet économique et social, c'est celui dont vous occupez et il vient en complément de l'aspect scientifique qui vient de nous être présenté. Tout à fait. Alors, je crois que vous menez un partenariat important dans la région autour de ces tapis. Tout à fait. Donc, en fait, pour simplement expliquer rapidement le contexte, en septembre-octobre, avec Monsieur Hicham El Habté, on a été validé le projet de créer un quartier des arts. Donc un quartier des arts qui soit un outil d'excellence pour développer et faire monter en qualité l'artisanat d'art du Maroc et surtout introduire de l'innovation parce qu'aujourd'hui l'artisanat d'art du Maroc est très 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 copié et du coup les prix spoliés, on va dire spoliés, voilà, et du coup nos prix deviennent dérisoires au regard de ceux qui sont offerts. Donc l'idée c'était d'avoir un lieu d'excellence où réfléchissent dans le cas d'un think tank des experts nationaux sur tous les aspects liés à l'art, de la gestion au financement, à la colorimétrie,
aux techniques, enfin, à l'art, à l'inspiration que peut apporter l'art à tous ces objets-là. Et vous travaillez avec des femmes, je crois, voilà, tout à fait. Ça, de c'est la dans le cadre région. voilà, ça c'est le montage de la démarche. Ensuite, un organisme de formation d'excellence où là encore, il y ait de l'innovation pour influencer tout le pays. Voilà, un organisme de formation influenceur. C'est très important, ça rejoint ce que disait M. Benhida sur la transmission. Il n'y a pas de transmission sans formation. Et donc là, vous avez un groupe de femmes qui prennent en charge ce point. Donc, voilà. Et le troisième volet, c'est un musée virtuel, musée local, avec des expositions un peu partout. Tout ça pour faire prendre la mayonnaise de l'innovation. Alors, du coup, quand on a démarré, il y avait cette recherche tapis. Sur le tapis, on a sauté dessus parce que effectivement, c'est exactement le type de démarche qui est intéressant et important pour un outil comme un quartier des arts. Donc, recherche, innovation. Là, on est en train de monter une coopérative avec un partenariat qui est celui de la Fondation OCP et de l'UM6P. On voit comment l'université a tout de suite un volet social. Tout à fait. C'est extraordinaire parce qu'on a une représentation de l'université qui est complètement en dehors de ce qui se pratique socialement. Et là, vous articulez complètement la recherche que mène, par exemple, dans ce laboratoire M. Rachid Benhida, avec précisément cet aspect de partenariat local, de l'artisanat revisité. Vous savez que le HCP, le Haut Commissariat au Plan, ne cesse de dire ce que vous venez de nous indiquer, à savoir de faire monter en gamme ce que les Marocains savent faire. Exactement. Il y a plein de travaux du HCP là-dessus. Effectivement, cette université, pour ce qui me concerne, venant d'ailleurs, je trouve qu'elle a une vocation sociale. C'est quasiment une université sociale, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont boursiers. Voilà, on est sur l'excellence, mais pas sur autre chose. Qui se partage. Voilà, qui se partage. L'excellence qui se partage. Donc du coup, la recherche tapis a permis de produire d'abord ce tapis. Oui. Hein, on voit qu'il est un peu grossier et on est monté en gamme. Voilà, un autre tapis. D'accord. Il y a déjà une évolution entre les deux. Plus dense, plus etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de continuer en travaillant sur les couleurs. On va mobiliser pour ce travail un certain nombre de femmes. Ce seront des coopératives de femmes qu'on va former de façon globale et transversale, depuis les techniques du métier en passant par la gestion, aux formations de base, jusqu'à la colorimétrie, jusqu'à la géométrie pour les formes, etc. Pour imaginer des choses éventuellement, et tout ça en face à face pédagogique, mais aussi en e-learning, parce qu'il y a des matières qui sont propices à l'e-learning et qui vont leur permettre, à la limite, de regarder. Vous me donnez la transition, le e-learning, pour revenir au métier universitaire et de chercheur. Donc, Monsieur Benhida, au regard et à l'écoute de ce que nous avons appris aujourd'hui, est-ce que vous pouvez relier à précisément la première partie qui était sur la partie chimique? Oui, tout à fait. Je voulais juste rajouter le fait que c'est des tapis de la région, de Hamna. Donc c'est quand même, il y a une empreinte locale. Bien sûr. Exactement. Plus ces tapis-là, on les trouve. Exactement. Donc l'objectif aussi, c'est de partir des sites de l'OCP. Bien évidemment, à Asfi, il va y avoir de la poterie. Donc il y aura d'autres collègues qui vont s'occuper de ça. Et donc c'est important de préciser que c'est quand même quelque chose de local. Donc on fait de la recherche locale pour essayer Et on ne va pas oublier le global. Juste pour le local, si vous permettez, on essaye aussi de territorialiser ce quartier des arts en travaillant avec les acteurs du territoire, c'est-à-dire la province, la chambre d'artisanat, etc. Et progressivement peut-être d'autres personnes. Voilà, avoir un outil territorialisé, bien ancré sur le territoire pour garantir son fonctionnement. Beaucoup de connectivité, je vois. Voilà. C'est bien, merci beaucoup. Nous allons vous quitter.
Merci beaucoup. Et revenir précisément à vos recherches et peut-être maintenant, puisqu'on était beaucoup dans la localité, revenir à des formes de globalité. Tiens, je vous propose de nous asseoir. Merci. Précisément, du local au global, il y a des enjeux au-delà précisément de cette région. Quand on dit université, il y a univers universel dedans, et donc universalité. Et je sais que les enjeux africains comptent beaucoup pour vous et sont tout à fait connectés à cette chimie qui est aujourd'hui bien évidemment en liaison avec la biologie, en liaison avec les innovations pour les médicaments. Alors précisément sur cet horizon africain, pour notre émission qui s'intitule, je le répète, Science et civilisation, il y a un aspect civilisationnel qui est quand même très important où toutes ces recherches s'inscrivent. Exactement. Je pense que là, vous avez touché quelque chose de très important parce que déjà la vocation de l'UM6P, c'est aussi développer le volet africain. C'est des initiatives nationales. Je pense que l'UM6P et l'OCP s'inscrivent aussi dans cette démarche-là. Et je pense que c'est très important. Déjà, c'est qu'on regarde un petit peu les proportions des étudiants africains, des chercheurs africains ici à l'université. Il est quand même très, très important. Et pourquoi l'Afrique? Parce que c'est vrai que notre ambition en tout cas, on travaille en collaboration avec nos collègues africains, c'est d'essayer d'avoir l'UM6P et le Maroc comme un hub pour l'Afrique. L'Afrique est un continent qui est très important pour plusieurs raisons. Premièrement, 40% de la matière première est en Afrique. Si on prend le cuivre, 97% du cuivre, donc minerai, est en Afrique. Donc tout le monde dépend de ce cuivre. Alors, je parlerai aussi de l'or, 60%, du diamant, 60%, du vanadium qu'on utilise aussi dans des transformations ici à l'OCP. Donc ça veut dire que l'Afrique est une terre qui est riche. On a tout ce qu'il faut en matière première. Elle est riche aussi par ses hommes. Par ses hommes, exactement, et j'y reviens dessus. Parce qu'en fait, quand on regarde l'évolution de la population africaine, les prévisions montrent actuellement, c'est des études sérieuses, qu'à la fin du siècle, presque un terrien sur 2,5, c'est un Africain, 40%. Donc ça va s'équilibrer entre l'Asie et le continent africain. Donc nous avons les ressources humaines, on va les avoir, on les a déjà. Nous avons de la matière première. Au moins le capital humain. Il faut le transformer en ressources. Il y a le capital humain, il faut qu'il soit formé. Exactement. Alors actuellement, comme vous le savez, la plupart des chercheurs, ils sont formés quand même dans les grandes universités françaises, européennes, américaines, canadiennes. Oui. Donc la matière grise, elle est là. Maintenant, c'est plutôt, je dirais, comment transformer ça sur place, sur le... Je parlerai aussi de l'agriculture parce que 65% des terres arables sont en Afrique. Donc on a tout ce qu'il faut chez nous, en Afrique. Et c'est vrai que ce qui manque quand même, c'est là où je fais la transition avec la chimie, c'est qu'on ne sait pas, en tout cas on ne s'implique pas beaucoup en Afrique sur tout ce qu'on appelle les transformations. Les transformations, c'est ça. C'est-à-dire transformer une matière première ou une matière qui a une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante. C'est cela. Et dans le processus de la transformation, en fait, c'est de ne jamais lâcher sur la conception. Exactement. Ne pas transformer l'Afrique en un continent qui ne serait que pour fabriquer ce qui se fait ailleurs ou pour fournir la matière première. Parce que actuellement, parlons aussi de l'Afrique qui va mal, c'est uniquement parfois une Afrique qui laisse passer sa ressource ailleurs. Exactement. Et qui, comme vous dites si bien, ne fait pas la transformation localement, et qui précisément aussi après récupère ce qui est fabriqué ailleurs ou le fait sous la forme de la sous-traitance. Et là, votre projet, quand vous parlez de transformation, quand vous parlez de conception, c'est d'essayer de
ne pas interrompre la chaîne de la matière première à sa transformation finale. Tout à fait, exactement. Ça c'est exactement le sujet. Je peux donner, par exemple, l'exemple du cacao Côte d'Ivoire. Le cacao, il est vendu à quelques centimes le kilo. Il part en Occident, ils font des tablettes de chocolat, ils reviennent en Afrique et on les achète à 2-3 euros. C'est typiquement le même exemple. Pour le minerai aussi. C'est-à-dire que 80% des exportations de l'Afrique, c'est de la matière première. On la transforme pas, on la vend comme ça. Et quelquefois, les Occidentaux la transforment un petit peu, elle revient chez nous et on l'achète plus cher. Beaucoup plus cher. Donc pourquoi pas... Il y a une forme d'incohérence. Donc la chimie est vraiment un fer de lance, c'est un booster pour moi de ces transformations chimiques. On est capable, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement entre l'UM6P et l'OCP. L'OCP le fait déjà, bien évidemment, mais c'est anticiper aussi les technologies du futur. Et ça, c'est des choses qu'on peut explorer aussi en Afrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas très compliqué de faire quelques transformations sur des minerais en Afrique pour les upgrader, pour les utiliser dans les voitures hybrides, dans les téléphones, dans les smartphones, tout ça. Donc il y a vraiment un terrain fertile qui n'est pas très compliqué à mettre en place et là on prend de la valeur tout de suite. Oui, c'est ça. Et donc là on a besoin... avait la montée en gamme tout à l'heure pour les tapis. Là c'est l'échelle de valeur qui est également transformée en termes de à partir d'un domaine qui est le vôtre, qui est celui de la chimie. Donc c'est une science centrale pour moi et je pense qu'elle est quand même à la base. Elle peut booster, elle peut aider au développement, civilisation. Donc on fait le lien entre science et civilisation. Tout à l'heure, vous aviez développé l'autre aspect précisément sur les médicaments. Oui. Nous n'avons pas eu le temps de l'explorer. Est-ce que je sais que vous, sur les cancers aigus, vous êtes dans une recherche totalement innovante. La santé, c'est véritablement le souci de tous. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les pas franchis précisément dans vos laboratoires et dans vos recherches? Tout à fait. Quand je suis arrivé à Nice en 2002, j'ai commencé à déplacer un petit peu mes domaines d'application. Pourquoi? À Nice, il y a 4 gros instituts de biologie, ce qu'on appelle les life science, sciences de la vie, et qui sont excellents. C'est quasiment les premiers en France, 38e au niveau mondial. Et il y avait un travail d'excellence qui se fait là-dedans. Et ils avaient besoin aussi du volet chimie. Parce que, comme disait Pierre Potier, que vous connaissez, la biologie, à la base, c'est de la chimie. Toutes les transformations que nous avons à l'intérieur, et là, on va faire la transition avec l'OCP, parce que quand on regarde ce qui se passe chez les humains, dans les cellules vivantes, vous avez une molécule magique qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, et c'est le biocarburant de toutes les cellules humaines. Oui. Par exemple, vous et moi, à peu près, on consomme par jour l'équivalent de notre poids en ATP. C'est vraiment l'énergie de la cellule. Donc, on marche qu'avec ça. On n'imagine pas. Et toute cette molécule-là, elle fait une seule réaction, c'est un phosphate. Elle transfère un phosphate. Nous sommes pleins de phosphate. Donc, ça fait le lien. Maintenant, pour revenir au côté oncologie, cancer, vous le savez très bien, c'est un fléau qui est très important. Il y a des avancées énormes actuellement et on parle beaucoup plus de l'immunothérapie. C'est-à-dire qu'on a compris actuellement qu'au lieu de utiliser beaucoup de produits de médicaments, on essaie d'utiliser des médicaments qui vont stimuler le système immunitaire. Et voilà. Donc actuellement, depuis 2012, les gens qui sont traités sous immunothérapie, c'est des anticorps, c'est des grosses molécules. Elles sont stabilisées, sont en rémission. Par contre, c'est des molécules qui coûtent très cher, elles sont grosses, elles sont pas stables. Et donc nous, on intervient maintenant en chimie avec des petites molécules et on a des choses vraiment très très intéressantes. Avec une inspiration au niveau du diabète, je crois que le principe actif... Exactement. Les maladies métaboliques, que ce soit du cancer, mélanome, mais aussi le diabète. Diabète de type 2. Et effectivement, on a réussi à créer actuellement, avoir ce qu'on appelle des candidats médicaments qui vont rentrer dans des phases cliniques, qui vont être testés chez l'homme. Et on a créé 3 startups actuellement à Nice sur ces résultats
de la recherche, bien évidemment. J'espère que nous avons donné beaucoup d'inspiration pour des vocations, pour des jeunes, pour qu'ils se mettent dans des belles études comme celle de la chimie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Rachid Benhida, C'est moi qui vous votre remercie. engagement dans la recherche et pour être venu ici aujourd'hui à la télévision marocaine et aussi pour incarner la science, parce que beaucoup de gens parlent de science et on pense que ce sont des formules, on pense que ce sont des livres, mais c'est aussi des êtres humains. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voudrais remercier bien évidemment l'IM6P et l'OCP pour tout le travail qu'ils font, aussi bien pour le Tout à soutien fait. Moi, je les financier. remercie aussi pour nous accueillir ici. aujourd'hui. Exactement. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ilm wa Hadara, science et civilisation. Merci. Merci beaucoup.